Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Sans Titre, aujourd'hui enregistrée au studio 1316 du Centre Pompidou. Pour ce nouvel entretien, nous recevons aujourd'hui l'artiste peintre Thomas Lévilaine. Bonne écoute. Merci de l'invitation. Je vais commencer par quelques mots, puis t'hésites pas à me corriger, à compléter ce que je vais raconter. Je note. Donc, tu es artiste peintre diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2004. Outre les dessins, les aquarelles, les fusains, ton travail se déploie majoritairement avec la peinture à l'huile, grâce à laquelle tu mets en exergue des instantanés qui trompent une apparente banalité pour raconter un réel. Peintre, mais pas que, puisque tu tiens le premier rôle dans le court-métrage Vilaine fille, mauvais garçon de Justine Triet. En 2017, cette fois-ci, c'est toi qui réalises ton premier court-métrage intitulé Le Collectionneur. Tu es pensionnaire de la Villa Médicis en 2018-2019. En 2021, tu te charges du commissariat de l'exposition Les Apparences, qui rassemble 50 peintres contemporains français dans le centre d'art à 100 mètres du centre du monde à Perpignan, ce qui donnera lieu à la création de ta chaîne Twitch et YouTube Les Apparences, où tu y mènes principalement des interviews d'artistes peintres français. Enfin, et pour l'actualité actuelle, jusqu'au 11 mai 2024, on peut voir ton travail dans une exposition qui se nomme L'Impuissance à la galerie Les Filles du Calvaire, 21 rue Chapon, Paris. C'est parfait. Voilà. Juste, j'ai un petit truc en plus, c'est que j'écris dans les pages d'un journal qui s'appelle Citizen K, qui est un journal de mode, mais j'écris d'un coup 14 pages sur l'histoire de l'art ou sur des artistes et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais depuis 2006. Donc voilà. Une autre corde à ton activité. Dans un premier temps, peut-être ce serait bien que tu reviennes un petit peu sur tes études et ta formation. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu d'où tu viens et quelle importance a cette formation dans ton parcours artistique? Et donc on a 3 heures, c'est ça? Alors faut pas hésiter à me couper parce que je suis très bavard, mais en gros moi j'ai une chance énorme, un privilège énorme, c'est que je suis né dans le Marais. Et j'ai découvert les galeries d'art quand j'avais 13-14 ans. Et c'était un lieu de fête et d'aventure. Pour moi, c'était vraiment un jeu de se retrouver comme ça à 13 ans à rentrer dans les galeries d'art, d'aller au fond des cours, de connaître les trucs, d'aller voir des Jenny Holzer avec des grosses bouches à Yvon Lambert, de voir des trucs dégoûtants, de voir des trucs. Enfin voilà, il y avait des surprises comme ça à chaque endroit. C'était un truc super pour les filles, c'était gratuit, c'était vraiment j'avais une joie comme ça. J'avais Boltanski au cœur, j'étais à fond. J'avais des posters de Boltanski dans ma chambre. Enfin voilà, j'étais très comme ça. C'était un peu mon truc, quoi. Voilà. Et à côté, je peignais beaucoup et tout ça. J'étais très, 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 très malheureux. Et l'endroit où j'étais pas malheureux, c'était quand j'étais dans ma chambre à travailler. Et j'ai travaillé beaucoup, ce qui fait que j'ai passé un bac S dans un lycée bourgeois du Marais qui s'appelle Charlemagne, mais j'avais tellement travaillé que j'ai pu accéder aux Beaux-Arts de Paris du premier coup, c'est-à-dire à 17 ans, en sortant du bac, en passant le bac, quoi. Voilà. Sachant que j'ai pas voulu postuler pour les Beaux-Arts de Paris au départ, mais c'était une professeure des Beaux-Arts de Lyon qui m'a dit, elle a vu mon dossier, elle m'a dit, postule aux Beaux-Arts de Paris, c'est complètement con, et voilà. Et moi, j'avais postulé à tous les Beaux-Arts de toute la France, donc j'avais fait Beaux-Arts de Lorient, de Rennes, de Bourges, enfin voilà, j'ai fait de Cergy, j'ai fait tous les oraux, je voulais vraiment faire ça. Ça s'est fait extrêmement naturellement et absolument inconsciemment et absolument complètement dans l'impensé, puisque je pense que mes 2 parents étaient vraiment aimaient l'art et il y avait aucune problématique de familiale. Ils en avaient un peu rien à faire de la réalité de ce que j'allais vivre, mais par contre ils étaient contents que je sois artiste sans plus, parce qu'ils n'ont pas poussé plus que ça, mais en tout cas il y avait ce truc-là. Et c'est amusant parce que j'ai un frère ingénieur brillant, maintenant chef d'entreprise, qui gagne plein d'argent et tout ça, qui est super, qui est très très intelligent, qui a plein d'employés, qui crée plein de valeur, et lui il est un petit peu plus méprisé par ma famille ou moins aimé. Enfin, c'est un peu plus le rapport est beaucoup plus difficile, genre pourquoi t'as fait ingénieur dans la vie, c'est vraiment un métier. Enfin voilà, il y a un truc comme ça, quoi. Voilà. Et quand je suis entré aux Beaux-Arts, ça a été une énorme déception. Moi, j'étais arrivé vaillant, très, très, très arrogant, faut le dire.
très arrogant, très sûr de moi, à vouloir faire de la peinture. Et en fait, je suis arrivé dans une école en 98 où c'était extrêmement mal vu. Il y avait une doxa anti-peinture qui était très française. Je pense qu'Olivier vous en a parlé aussi, Olivier Masmontaille, dans votre émission. Mais en gros, il y a une ambiance où on explique que c'est pas possible, que ça ne rentre pas dans une vision théologique de l'histoire de l'art. Donc d'un coup, la peinture serait une chose qui serait finie, puisque dans la logique d'une histoire qui aurait un sens... et on a déconstruit le tableau avec du champ et tout ça, avec les installations support surface, et que d'un coup on arrive à des choses qui sont beaucoup plus hybrides, des performances et tout ça, et donc pas le droit de prendre le pinceau, quoi. Et après, c'était aussi une ambiance d'école complètement toxique, extrêmement MeToo, machin, tout ça, de rapports de force, de violence, de profs qui tombaient amoureux de mon amoureuse de l'époque et qui voulaient me saquer, enfin voilà, des choses vraiment sales. Après, je sais que moi j'ai un rapport, j'attire des gens comme ça, mais j'ai eu la totale, absolument, des rapports affectifs ultra compliqués, tout était pervers, enfin bon voilà. Donc j'ai assez mal vécu les Beaux-Arts de Paris, je dois dire. Maintenant, ce qui est drôle, c'est qu'il médite une monographie en septembre, donc j'ai l'impression d'apaiser le truc 20 ans après, quoi. D'accord, mais c'est vrai, c'est drôle. Olivier nous avait parlé ça aussi, de cette comment la peinture était vécue. Alors c'est pas drôle parce que on l'incarne, en fait, d'une part on perd beaucoup de temps, c'est-à-dire que je pense que les artistes d'aujourd'hui ils perdent moins de temps à être bien aimés. Je vous donne un exemple, c'est que j'ai fait un échange aux Beaux-Arts de la Cambre à Bruxelles, et c'est là où j'ai fait mon meilleur tableau en 5 ans d'études, parce que juste on me disait « Ah, c'est bien ce que tu fais !» C'était juste, voilà, j'étais dans un truc un peu apaisé, un peu safe, et je me suis épanoui, donc je pense que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et pire que ça, c'est ce que j'aurais pu apprendre à l'école, comme des excellents cours de morphologie d'un professeur qui s'appelle Debord, ou des choses comme ça, je le faisais en ricanant, parce que l'ambiance était au ricanement. Donc il y avait ce truc-là où voilà, c'est... Encore une fois, la question du milieu et tout ça, moi on est poreux, quoi. C'est comme ça, c'est normal. Donc je faisais des tableaux en ricanant, je faisais des blagues, il y avait tout un truc comme ça ironique continu. Il y avait aussi une ambiance fin d'histoire. Voilà, le mur de Berlin était tombé, donc voilà, c'était le capitalisme. On était tous individualistes, c'était extrêmement individualiste à cette période-là. Donc voilà, non, j'ai pas trouvé l'expérience, mais j'ai eu le droit à 2 roues de secours. La première roue de secours qui était géniale, c'est que j'étais pauvre et que j'ai dû travailler. Donc au départ, je travaillais à la cantine d'une école à côté. Je faisais aussi les centres de loisirs les mercredis, parce que en vrai, j'aimais bien ça. Mais j'ai très vite rencontré à 20 ans un critique d'art qui s'appelle Hector Obalk, qui faisait une exposition le vernissage était le jour de mes 20 ans, donc c'était assez étrange, le 26 septembre 2000, donc je m'en souviens, qui s'appelait Ce sont les pommes qui ont changé. Et là, c'était une exposition de peintres figuratifs, notamment c'était la dernière exposition de Gilles Ayot, François Boiron, Philippe Cognier et tout ça. Et l'exposition a été à la fois un triomphe parce qu'ils n'ont jamais eu autant de monde pour voir l'exposition, de public et tout ça, et à la fois un scandale puisque les professeurs de l'école étaient en train de faire des pétitions pour arrêter l'exposition. Sachant que moi j'ai rencontré Hector dans un cadre un peu étrange, qui est que j'ai un ami qui travaille pour lui, qui voulait pas être vu avec lui. Et il m'a dit, Hector m'a dit, bah écoute, je te donne une caméra pour un vernissage, tu filmes les gens, et quand ils sont d'accord, tu t'es contre, et quand ils sont contre, t'es d'accord. Enfin voilà, j'ai inversé les trucs. Et en fait, je me suis éclaté à faire ça. C'est-à-dire que d'un coup, j'avais un rapport avec, c'était assez intéressant parce que d'ailleurs c'est un peu un jeu dans ma vie. J'avais un rapport avec le directeur des Beaux-Arts ou avec des professeurs des Beaux-Arts et tout ça, et d'un coup j'avais le pouvoir parce que j'avais la caméra et c'est passé à la télé sur Paris Première, quoi. Donc il y avait tout ce jeu-là, voilà. Alors pour ceux que ça amuse, parce que ça c'est des choses d'une cohérence assez incroyable, parce que j'ai fait une interview après dans Les Apparences d'Hector Obalk il y a 2 ans où j'ai mis cette vidéo. Donc j'ai filmé une vidéo à 20 ans pour 20 ans après la ressortir. Et c'est évidemment extrêmement violent puisqu'on voit notamment la responsable de la programmation culturelle des Beaux-Arts dire est-ce que peut-il y avoir encore de la peinture intéressante aujourd'hui, quoi. Voilà, des choses comme ça. Okay. Et ça, tu penses que ça a changé aujourd'hui aux Beaux-Arts ? Oui, ça a énormément changé. Clairement, il y a 40% des étudiants, par exemple, aux Beaux-Arts de Paris qui font de la peinture. Ça a moins changé, ou c'est plus difficile encore dans certaines écoles de région. Moi, je fais beaucoup de workshops où généralement j'arrive un peu comme le Messie, parce qu'il y a toujours 3 peintres qui ont pas là, je pense à ça, parce que je suis allé à Tours récemment où j'ai donné de la pêche à plein d'étudiants qui ont pas d'atelier vraiment. Voilà, c'est une très bonne école, hein. C'est juste que d'un coup, faut que ça bouge encore un peu et tout ça. Puis il faut encore dire que il y a des professeurs qui bougent pas, qui eux se remettent pas en question, et d'un coup, faut un peu casser ces choses-là. Voilà. C'est vrai que moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, je me rappelle, il y en avait, je crois que dans ma classe, il y avait un peintre. C'était un peu le ringard de l'équipe, je veux dire,
Bien sûr. Enfin, je veux dire, non, mais je le mets comme ça. Non, mais je comprends bien. C'est vraiment ça, à la fois chez les si je enseignants. te donne un exemple, j'avais un ami qui s'appelle Virgile Vernier, qui est une connaissance maintenant, mais on était assez proches. Et Virgile Vernier, c'est aujourd'hui un réalisateur d'avant-garde. Voilà, il fait des films, il a fait les Mercuriales, notamment au cinéma et tout ça. Et il me hurlait dessus en disant mais t'es un abruti, c'est pas possible et tout ça quoi. Et là récemment, il y a 3-4 ans, je suis allé voir une vente de DVD qu'il faisait. Bon bah en vrai le DVD c'est vraiment voilà, c'est fini quoi. Alors, moi j'ai pas de lecteur de DVD. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai eu le directeur des Beaux-Arts de Paris, je dis son nom parce que je l'ai dit dans Libération, Henri-Claude Cousseau, qui m'a pris 2 heures. Alors il m'aimait bien, et humainement il m'aimait bien, mais il m'a pris 2 heures dans son bureau pour m'expliquer qu'il fallait vraiment que j'arrête, que c'était pas possible, que vraiment j'allais détruire ma vie. Il m'a dit il faut faire de l'hybride, il faut faire du cybachrome. Bon bah le cybachrome il y a 2 ans c'est fini aussi, ça c'est fini aussi. Voilà, donc c'est encore une fois, moi je pense, et là j'en appelle aux étudiants qui nous écoutent ou aux jeunes artistes ou même aux vieux artistes, faut persévérer dans son être. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui a raison, c'est l'artiste qui fait l'art. C'est personne d'autre, quoi. Donc tout ce qui est commentaires, annexes et tout ça, c'est du blabla. C'est du commentaire. C'est même presque souvent quelque chose qui fait du mal aux artistes. Parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser aujourd'hui dans notre milieu de l'art, entre guillemets. C'est que c'est quand même le milieu de l'art où les artistes sont les moins bien payés de tous les gens du milieu. Ça, c'est le rapport Racine, et c'est un article de Magali Sauvage que je vous invite à lire dans le Journal des Arts. Donc c'est vraiment une question. C'est qu'est-ce qui fait que d'un coup on se fait découronner comme ça et que l'artiste n'est plus le centre de l'histoire. Ok. Bien dit. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, quand tu rentres aux Beaux-Arts, tu sais ce que t'en attends? Ah, moi, je pensais que j'allais apprendre. Un plan un plan? Ah non, moi, j'étais totalement, naïf à un point, mais tu savais que la peinture, c'était ton truc, tu peignais déjà. Voilà. En gros, je pense que alors là, on parle de peinture, je sais pas pour les d'autres formes d'art, mais en tout cas, pour la peinture, je pense que c'est d'abord un besoin physique d'être tout seul dans son coin, à patouiller. Voilà. C'est-à-dire que c'est une joie, c'est presque, alors ça peut être une névrose qui se déplace un peu et tout ça, mais en tout cas, et là, quand j'interviewe des peintres, tout ça, je me rends bien compte qu'il y a quand même un truc où on est bien cassé, on a quand même un truc où on n'a pas peur d'être seul pendant des heures dans son coin. Enfin voilà, c'est d'abord un besoin physique. Après moi, ce que j'attendais de l'école, c'était, moi j'étais d'une gourmandise, d'une curiosité folle, donc j'ai mangé la bibliothèque, tout ce que je pouvais manger, je le mangeais quoi. Voilà. Mais là où j'étais déçu, c'était le fait que déjà dans le rapport que j'avais à l'école, il fallait que je courtise les professeurs, il fallait courtiser, fallait dans un système de hiérarchie, il fallait être dans un système où, en gros, est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on est étudiant, faut décider. Enfin voilà. Et j'étais pas, c'était pas. Mais je trouve que c'est une bonne. C'est un truc que j'ai vu aussi beaucoup en workshop. Il y a souvent des bons élèves à l'école qui sont des mauvais artistes après. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se méfier je trouve qu'il faut se méfier des bons étudiants. C'est-à-dire ceux qui réussissent et tout ça à l'école, c'est pas très bon signe parce que ça veut dire qu'une fois qu'ils sont dans la nature, ils ont besoin d'une institution, d'un machin, d'un bidule pour tenir quoi. Voilà. Alors que généralement les gens qui sont le plus mal à l'aise. Là, je pense à mon ami Justine Trier de l'époque, était une boule de malaise à l'école des Beaux-Arts. Bon, elle a eu un Oscar, là, voilà. Donc, je veux dire, c'est pas un critère de, moi, je suis très pour le ratage. J'ai fait pour le ratage, pour l'angoisse. Voilà, c'est normal, en fait, de passer par là. J'ai organisé un colloque au Collège de France en 2014 où j'ai fait une conférence où j'ai voulu expliquer simplement que j'étais nul, que j'avais pas de talent, que j'avais pas le grand trait, mais j'ai toujours été nul en vrai. C'est-à-dire j'ai toujours été laborieux. Et la question c'est que j'avais un truc qui par contre est très important, c'est le désir. C'est-à-dire j'ai toujours voulu travailler, j'ai toujours voulu faire les choses et j'ai poussé les choses à me manger des croûtes. Mais pendant là au Beaux-Arts de Paris, j'ai fait un tableau peut-être possible sur 40 tableaux quoi. Voilà. Donc c'est pas ça se fait dans le temps quoi. Voilà. Ok. Je sais pas si ça répond. On dit que je parle trop vite. Mais non, c'est très bien. Et comment ça se passe une fois que t'as ton diplôme? Alors du coup, tu pars où là? Tu fais quoi? Et ben alors donc on est dans une école, on est assez protégé quand même. Il y a quand même beaucoup d'argent autour de nous et tout ça. Il y a un grand enjeu qui est l'enjeu du diplôme. Voilà, tout le monde en parle, c'est incroyable. Voilà. Tous mes copains, mais tous, sont félicités et tous mes copains peintres, on n'a rien. Et on n'a rien du tout. Il n'y a pas de félicitations ni rien. Donc après, on découvre un truc qui s'appelle le vide. Qui va, pour moi, alors pour les gens de ma génération, alors là je parle pour les peintres encore une fois, mais pour les gens de ma génération, nés en 80, en gros c'est 6-7 ans avant d'arriver en galerie quoi.
Voilà. Et moi, je travaillais encore avec Hector Obalk, beaucoup. Je sais pas si je racontais ça d'ailleurs. Enfin, en gros, je travaillais pour la télévision à filmer des peintures partout en Europe, et ça, c'était un super truc pour m'émanciper, pour me décontracter par rapport à ce monde de l'art et tout ça. Et puis pour apprendre mon métier, parce que d'un coup, je filmais les tableaux, j'avais beaucoup de culture, enfin, je voyais beaucoup de choses, et j'étais pas dupe de la culture des autres aussi, ce qui était très important par rapport aux sachants, puisque je vous rappellerai qu'un philosophe de l'art, a priori, s'il fait que philosophe de l'art, c'est pas un très grand philosophe, parce que si on est philosophe, on s'intéresse à la métaphysique ou des choses comme ça, un petit peu plus que l'art. Donc philosophe de l'art, généralement, c'est pas non plus les meilleurs. Et le point dont je me suis retrouvé, c'est que j'ai fait une cassure. Alors bizarrement, c'est en lisant un livre de Philippe Solers qui s'appelle Vie divine, qui est pas un très très bon livre, mais je travaillais pour la télévision pour Hector Obalk. Je filmais Rembrandt et montais Rembrandt toute la journée. Le week-end, je peignais j'habitais à ce moment-là à Max Dormois, dans un peut-être 20 mètres carrés où je peignais des trucs et vraiment c'était nul. J'étais là genre non, en fait là Philippe Solers, il vit la grande vie, il y a pas une question d'argent, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'attitude. Et donc la grande vie pour moi, ça a été de vivre dans une maison de campagne en Picardie pendant 3 ans. Parce que d'un coup, j'avais une maison de famille où mon grand-père était mort récemment, et j'ai fait un deal assez joli et poétique avec ma grand-mère qui s'est avérée pas du tout jolie et plutôt compliquée. Mais j'avais une grand-mère dépressive que j'aimais beaucoup et qui a toujours été assez dure et tout ça, mais je l'aimais beaucoup, vraiment beaucoup. C'était c'était la première comment on appelle ça, la première patronne d'un lycée, quoi. Voilà, enfin la première, voilà. Et donc elle était dépressive parce que mon grand-père était mort, elle pouvait plus vivre à la campagne comme elle vivait avec lui, et elle vivait dans une grande maison où il y avait un étage et un rez-de-chaussée. Elle pouvait plus monter à l'étage parce qu'elle était trop vieille et tout ça. Elle avait 87 ans à l'époque, et je lui ai dit écoute, toi t'as besoin de revivre à l'endroit où que t'aimes, moi j'ai besoin de temps et d'espace. Ce que je te propose, c'est qu'on vive ensemble en colocation pendant 1 an et puis on voit ce qui se passe. Et donc moi je vivais au premier étage où j'avais c'était super, les conditions étaient super, sauf que c'était en Picardie, dans un village Front National à 70% qui s'appelait Thury-en-Valois, voilà, au milieu de. Et je savais pas conduire, donc je faisais tout à vélo. Enfin voilà, c'était la grosse aventure. Et par contre, je me suis fait d'une part, c'était un truc assez violent qui a fait que je pense que je n'arrêterai plus la peinture après. Parce que j'ai passé 3 ans à peindre dans mon coin. J'ai énormément lu aussi, parce que je suis arrivé, j'avais une petite bibliothèque comme ça, puis finalement à la fin j'avais 4. C'était un moment, voilà, où je lisais et je peignais, quoi. Et ça, c'était un moment très dur qui quand même fait que on se dit bon, voilà, j'arrête pas, quoi. Voilà. Et j'ai quand même progressé, j'ai maturé ma peinture, comme je disais, et en sortant des Beaux-Arts, en sortant de Picardie, je me suis retrouvé au Salon de Montrouge et au Salon Jeune Création en 2010. Mais j'étais encore en Picardie, quoi. Donc quand j'ai rencontré Stéphane Correa, le monde de l'art et tout ça, moi je faisais le vélo, j'arrivais à la gare de Mareuil-sur-Ourcq, j'avais 40 minutes de train, sachant que je suis né dans le Marais, donc ma vie est une longue et grande décadence sociale, quoi. Il y a pas à s'embêter, hein, voilà. Et après voilà, je vais pas plus loin, mais j'ai des tonnes d'anecdotes, parce qu'après j'ai fait Montluçon pendant 9 mois, enfin j'ai fait plein d'histoires comme ça, voilà. Il y a pas que la vie à Médicis, quoi. Ouais. Ok, d'accord. C'est toujours pareil, c'est qu'on regarde toujours l'endroit qui brille, mais c'est sympa de regarder ce qu'il y a autour. Voilà. D'accord. Et pendant tout ce temps-là, tu montes donc du coup des docus avec Hector Obalk. Alors Hector Obalk, j'ai rencontré donc en 2000. Oui, c'est ça. Je vais mal raconter l'histoire. J'ai rencontré en 2000. On est devenus assez proches parce que il y avait un truc où moi je l'aimais beaucoup, c'est qu'il était décontracté dans son rapport à l'art. C'est-à-dire il pouvait dire j'aime pas, c'est un truc qu'on n'avait pas le droit de dire en école d'art. Il était un peu trop de droite pour moi, il l'est toujours. mais par contre, on avait un truc où on avait une passion. Moi, j'ai partagé sa passion à lui, qui était d'aller dans les musées. Et donc, c'est pendant 4 ans, alors que j'étais encore aux Beaux-Arts, je passais au moins une journée de ma vie dans un musée européen à filmer tous les tableaux dans le silence. Ça, c'était juste génial. Et ça m'a aussi quand même décontracté un petit peu du rapport aux institutions, des choses comme ça. Parce qu'en fait, Hector est quelqu'un d'extrêmement difficile. Et moi, je faisais le tampon entre les gens d'institution et lui. Et ce qui fait que je me suis fait plein d'amitié à ce moment-là. Si c'était bien content que je sois dans le coin. Voilà. Et le jour où j'ai quitté Hector, désolé, voilà, en tout cas, il m'a remplacé par 6 assistants, parce que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et aujourd'hui, où est-ce que tu produis? T'as un atelier? T'es logé dans quelles conditions? Alors, ça fait depuis 2012 que je suis dans le même appartement à Saint-Ouen. C'était un appartement avec qui je vivais avec une fille, et puis elle a lâché. Enfin, en gros, on s'est séparés, mais elle a lâché l'appartement. Je l'ai récupéré au dernier moment. Enfin bon, voilà, il y a des trucs de logement très compliqués. Sachant que moi, je m'étais déjà retrouvé à 30 ans sans maison du tout pendant 6 mois, et
là pour le coup, c'était ma limite. C'était un moment de limite C'est un moment limite où j'ai fait bon bah là je sais pas faire ça quoi. Moi je suis allé à la manufacture de Sèvres dans le squat pendant 3 jours au mois de février. J'ai tenu 2 jours, je me suis fait voler mes caleçons, je savais plus où. Voilà, c'était pas du tout là, j'étais ma limite d'artiste quoi. Voilà. Et donc je suis dans cet appartement un peu coincé, faut dire, parce que comme je fais des résidences et tout ça, bah j'ai un loyer pas très cher et c'est cool parce que ça fait 12 ans que je l'ai et tout ça, mais j'aimerais bien me déplacer, mais j'ai pas l'argent, je sais pas quoi, là. Donc voilà, je suis un peu dans ce truc-là, un peu coincé. Donc généralement quand je veux sortir de cet endroit-là, je fais des résidences et comme le loyer coûte pas super cher, ça coûte 1000 balles, bon voilà. Okay. Okay. Mais donc sinon c'est ton atelier aussi hors résidence. Voilà, c'est mon atelier. Alors j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'histoires de stockage chez vos invités. Le nerf de la guerre. Moi j'ai un avantage énorme, c'est que comme je produis très très peu et que je vends à peu près tout parce que je le vends pas très très cher, ben d'un coup j'ai pas trop de problèmes de stockage quoi. J'ai pas d'œuvre chez moi, voilà. Et chez moi c'est totalement c'était un peu confortable au début et c'est devenu de plus en plus un lieu de travail très désagréable parce que comme ça je me lève, je travaille et puis voilà, c'est fait. Et il y a une pièce où il y a que des livres et tous les objets affectifs et le reste c'est complètement vide, ça fait un peu serial killer parce qu'il y a même du plastique au mur, voilà, pour pas faire des tâches. Voilà. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous parler de ton rythme de travail, du coup, comment ça se passe en soi une semaine pour toi de boulot Alors, franchement, je travaille vraiment tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est que je vois les gens travailler et tout ça. J'ai travaillé dans d'autres milieux, c'est-à-dire j'ai fait un film, j'ai fait là, je travaille avec des institutions et tout ça. Je vois les gens décrocher de la concentration très très vite, quoi. Moi, je sais que je peux travailler 16 heures d'affilée sans aucun problème. J'ai un muscle, voilà, je suis musclé. Et donc Tu parles de produire là. Non, ça peut être intellectuellement, écrire, faire des choses, faire du montage, faire des choses. Je travaille beaucoup. Et j'aime ça, hein, c'est pas voilà. Et donc ma joie, mon plaisir, c'est de me lever quand je veux plus ou moins, d'avoir très peu de rendez-vous. Alors là en ce moment c'est un peu spécial, mais normalement j'ai très peu de rendez-vous. C'est le grand vide, quoi. C'est un très 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 grand vide. Donc là par exemple, ça faisait, j'ai eu une exposition, mon vernissage c'était le 14 mars. Ça faisait vraiment 3 mois que j'avais presque rien, que j'étais tout le temps tout seul, presque tout le temps en slip, on va pas se mentir, à peindre, à me lever quand je veux, à me coucher quand je veux, à pousser les choses quand je veux. Et quand je fais de la peinture, c'est souvent le tableau qui décide, c'est-à-dire qu'il y a les temps de séchage et tout ça, et donc tant que c'est pas fini, je vais pas me coucher, tant que je suis pas fatigué, je vais pas me coucher, et voilà, il y a un truc comme ça, et c'est des grandes aventures. Vraiment, c'est un pied absolu. C'est-à-dire que plus je vieillis, en plus c'est agréable, plus je suis apaisé quand je peins, et plus c'est bien. Voilà. Après, il y a donc par exemple je fais un Twitch, donc j'ai fait des Twitch aussi, donc des interviews de peintres. Les gens pensent que ça me prend beaucoup de temps à faire, que c'est compliqué tout ça, et en fait c'est pas beaucoup de travail. J'ai calculé qu'en gros c'était 6 heures par semaine, donc c'est un peu comme des vacances quoi pour moi, parce que d'un coup en fait je connais l'artiste depuis très longtemps, souvent. Voilà, je fais un petit machin pendant que je prépare les visuels. Au final en fait j'apprends ce que je vais poser comme question, et après une fois que je suis devant la personne, c'est quelqu'un que je connais, et puis enfin que je connais à peu près, ou que j'ai envie de connaître, donc c'est un moment ultra agréable et c'est trop chouette quoi. Voilà. Par contre il y a un côté spectaculaire parce qu'on voit ma tête tout le temps, enfin voilà, là ça faisait 3 mois que j'en ai pas fait, les gens ils m'ont c'était trop mignon, j'ai l'impression d'être un pervers narcissique parce que je les avais privés pendant 3 mois de mes émissions, et d'un coup ils m'appelaient en disant oh merci, et c'était trop mignon parce qu'il y avait ce truc je les avais privés, donc ils étaient gentils. D'habitude ils sont pas très gentils, donc Mais t'es aussi très actif sur Instagram et tout ça. Est-ce que par exemple quand on parle de ton travail, est-ce que comment mettre à jour ton Insta, ça fait partie du boulot quand tu dis que tu bosses? Ah oui, alors ça c'est les blagues que tu mets en story, oui, est-ce que oui. ça fait partie de ton travail? Ça ouais, ça c'est une vraie question parce que c'est encore une fois, moi je pense que en tant qu'artiste, moi je suis un giver quoi. C'est-à-dire que je donne et je veux changer les choses, je veux que ça bouge et tout ça, et j'ai toujours fait les choses sans y penser en fait. Par exemple, je vous donne cet exemple-là qui me paraît quand même assez drôle. C'est donc je suis en Picardie à la campagne. L'hiver est un peu dur. Je crée un groupe avec un peintre qui s'appelle Marc Molk, qui s'appelle Art Quiz, où je mets des détails de tableaux que je mets toujours là maintenant sur Instagram. Mais je mets des détails de tableaux et les gens devaient deviner qui était le peintre. Voilà, c'est très con. J'ai juste créé le jeu où je suis le plus fort. Voilà, c'est vraiment ignoble. Mais donc voilà. Donc à chaque fois que quelqu'un mettait un truc à lui, j'avais la réponse. Et puis là, quand c'était moi, c'était un peu plus dur. Voilà. Sauf que c'était en 2008, voilà, que c'était les débuts de Facebook et qu'il y avait un effet horizontal génial où il y avait à la fois Yves Michaud
et tel critique d'art et un petit mec au milieu de la campagne qui fait de la peinture qui parlaient ensemble, quoi. Et donc ça crée des lieux de débat et d'émulation incroyables. C'était presque un endroit où on se retrouvait en tant qu'artiste, parce que chaque artiste est tout seul dans son coin en pensant qu'il est seul. Puis d'un coup, là, on avait le truc, le fameux truc des réseaux sociaux, on se dit, ah bah ouais, on n'est pas seul, là. On avait 1000 personnes, 2000 personnes, voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu, on a pu organiser avec Marc Molck un colloque au Collège de France il y a 10 ans. Parce qu'en fait, il y avait Claudine Tiercelin, professeur de philosophie de la connaissance, professeur de métaphysique et de philosophie de la connaissance du Collège de France, qui regardait tout ça en disant, mais c'est quoi tous ces gens qui font des trucs et ils sont jamais relayés, quoi. Elle nous a rencontrés et on a fait un an après le Collège de France comme ça. Donc c'est pour se dire, bah voilà. Donc moi j'aime bien faire les choses gratuitement. Je sais pas trop pourquoi je les fais. Là quand je fais des stories, alors je fais des stories tout le temps. Il y a même des gens qui me disent qu'ils peuvent pas quitter Instagram parce qu'ils ont envie de regarder mes stories. Il y a des gens qui s'informent par mes stories, c'est-à-dire qu'ils me disent qu'ils s'informent d'abord par mes stories. Mais moi, c'est presque un travail d'artiste pour moi de presque. Je pense à Karl Kraus qui faisait son journal tout seul. C'est un truc qui m'a toujours fasciné. Un mec qui écrit son journal tout seul tous les jours, voilà. Bah, moi, c'est les informations importantes pour moi. C'est comme un journal. C'est pas un journal intime, mais c'est un journal de ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et après, tout ce qui est blague et tout ça, bah c'est sympa de faire des blagues. Moi, j'adore l'humour. J'adore partager les choses. C'est pas forcément dans mes tableaux où il y a un petit ton dans mes tableaux, mais pas vraiment. Et puis voilà, il y a un côté sympathique. Et en gros, il m'est arrivé plein de choses par Instagram et par les réseaux sociaux qui serait pas arrivé si j'avais pas fait les choses, quoi. Voilà. Donc là, par exemple, l'aventure des apparences, c'était une aventure, c'était pas un projet, je savais pas où j'allais. J'ai commencé par une expo parce que en gros, je me suis séparé de mon amoureuse. Elle m'a quitté. Et j'étais hyper triste et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de tout ce malheur? Est-ce que je passe mon temps je me connais, hein. Est-ce que je rumine devant la scène en ayant envie de sauter ou voilà, ou je peins en étant triste? Je me suis dit, non, je vais faire une expo géante avec 50 peintres de la scène française au milieu d'une ville Front National. Allez, c'est parti. Et je me suis parti à faire ça parce que d'un coup, ça me changeait les idées. C'était juste après le Covid, donc les artistes, ils étaient un peu fatigués. C'était trop bien de leur donner de l'énergie et de créer de l'émulation, de pousser les gens aussi, de pousser chaque artiste à faire le meilleur et tout ça. C'était trop bien parce qu'il y a 2-3 artistes qui ont fait leur meilleur tableau à mon sens dans cette histoire. On a vendu la moitié de l'expo à plein de gens et tout ça, c'était super. Il y a eu des musées qui ont pris les tableaux. Enfin, tout était super et c'est beaucoup plus vivant que voilà. Je l'ai fait par totalement dépression. Et donc les apparences, c'était un moment moi je devais travailler sur un tableau. D'un coup, l'exposition elle était à Perpignan et pour la faire vivre, bah, j'ai découvert Twitch par mon petit frère Nils, avec qui je fais des émissions depuis toujours. Et qui est peintre également, et donc je lui dis, bah vas-y, on essaie, on tente ce qui se passe, voilà. Et c'est un peu, et on a tenté comme ça pour l'exposition, le temps d'exposition, et ensuite, bah j'ai voulu continuer, et ensuite j'ai eu des problèmes politiques parce que ça je tiens à le dire ici parce que ça m'amuse, c'est intéressant aussi par rapport aux institutions et tout ça. Donc le problème politique, c'est que donc en gros j'ai élargi les choses comme ça avec des paroles d'artistes, voilà. Ça fait pas énormément de vues, ça fait en gros 3000 vues par artiste sur YouTube après. Voilà. Sauf que ma chaîne YouTube, elle a plus de vues et plus d'abonnés que n'importe quelle institution française d'art contemporain. Et donc ça pose un problème jusqu'à alors je parle pas de Beaubourg ou de J'allais dire même Beaubourg. Non justement, je parle pas de Beaubourg, mais par contre plus que les Beaux-Arts de Paris, plus que la Fondation Ricard et surtout beaucoup plus que les FRAC. Et ça posait une question au ministère, parce que le ministère, ils sont en train d'essayer de taper sur les FRAC, voilà, en disant, bah, quand même, votre boulot, c'est d'être deuxième boulot des FRAC, c'est de diffuser l'art contemporain sur les territoires, et d'un coup, ils étaient un peu emmerdés. Autre truc qui m'est arrivé, parce que je suis membre de la commission culturelle de la DAGP, je me suis retrouvé devant les gens d'Arte, qui me disent, les artistes parlent mal. Alors ils me disent, voilà, première phrase qu'elle me dit, la grande dame d'Arte et tout ça, donc c'est des sujets on n'a pas le droit de les dire, parce que Arte, c'est censé être le bien. C'est comme France Culture, c'est le bien. Sauf qu'il n'y a plus rien sur la parole des artistes. Si on veut écouter les artistes, il faut écouter France Culture la nuit. Il y a plus d'interviews d'artistes, quoi. Très peu par rapport à toute la vitalité qu'il y a, quoi. Et donc la dame d'Arte me dit la vitalité, donc les artistes parlent mal. Et je lui dis, ils ont un programme à Arte payé totalement par la DAGP qui s'appelle Atelier A. C'est des petits documentaires très sympas, ça va, de 10 minutes sur les artistes. Franchement, c'est bien fait et tout ça. Voilà, ça coûte 3000 € par épisode. Pas Arte, à la DAGP. Donc, c'est les artistes qui payent pour les artistes, voilà. Et ça permet à Arte de dire, ah bah ouais, on fait des trucs pour l'art. Sauf qu'ils les diffusent pas à la télévision, ils ont un site internet, et donc c'est genre, on va, oh bon beau miroir, on va se voir dans une niche, en disant, t'as vu maman, je suis à Arte, alors qu'évidemment que non, t'es pas à Arte, t'es juste dans le lieu où tous les artistes vont se voir. Et donc quand je demande à la dame, après, d'Arte, combien de vues ils ont par an, ils en ont 80 000 pour 400 vidéos de 10 minutes. Donc ça veut dire que moi je fais 4 fois plus. Non, attends, j'ai oublié. Non, oui, je fais 3 fois plus de vues avec mon petit frère et 300 €
que Arte, sans pub, sans rien, que Arte qui est censé être super puissant et tout ça. Donc ils travaillent pas du tout en fait. Et le fait est que ils travaillent pas du tout. Ils ne croient pas en nous. Voilà. Et donc ils ont une petite façade comme ça super chouette où ils font travailler des gens et tout ça. Mais ils ne croient pas dans les artistes, quoi. Et donc moi, j'ai beaucoup plus avec que des artistes qui parlent. Il y a pas d'image, c'est pas très fort visuellement, c'est juste des artistes qui parlent. Et donc cette parole de l'artiste, moi, c'est un truc que je défends très fort parce qu'encore une fois, je pense que les spécialistes mondiaux de l'art, c'est les artistes. Les spécialistes mondiaux d'eux-mêmes, c'est les artistes. Et les gens qui aiment le plus l'art et qui s'y connaissent le mieux, c'est les artistes. Donc ça m'est arrivé par exemple au musée d'Orsay de ramener 40 peintres dans l'exposition Manet-Degas. Pourquoi ? Parce qu'en tant que journaliste, je me suis retrouvé à être invité en tant que journaliste. Donc quand on est invité en tant que journaliste, d'un coup on est un demi-dieu, on sait pas pourquoi. On arrive, c'est vide, tout le monde est sympa, tout est voilà. Et donc là j'étais un mardi à Orsay, c'était hyper sympa. Je vais voir la commissaire d'expo et je lui dis c'est quand même dingue. Moi je suis juste journaliste dans un magazine de pardon, je vais taper. Ouais. Il faut arrêter de taper sur cette pardon. Je suis juste je suis comme ça. Je suis juste un journaliste dans un magazine de mode, voilà. Et d'un coup j'ai le droit d'être traité comme un mec super sympa et tout ça. Et les artistes sont obligés de faire la queue et tout ça. Elle me dit, t'as complètement d'accord, t'as complètement raison Thomas, ramène-moi les artistes. Et donc d'un coup j'ai envoyé un mail à tous mes artistes d'apparence et on est arrivé à 40 dans l'exposition et c'était passionnant parce que elle avait un discours d'histoire de l'art à nous expliquer comment, elle était très sympa et très intelligente, hein, c'est pas du tout, je remets en question, mais c'est la question de comment voir les choses. Elle avait un discours totalement genre de gars nés en telle époque, machin, Manet, tout ça, et tous les peintres avaient des retours de comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il a foutu, il a merdé là, vous avez vu ce détail là, et il y a vraiment des détails qu'elle a découvert dans l'expo, je suis obligé de le dire, parce que juste, c'est pas le même métier. Je me tais. C'est comme un architecte qui rentre dans un bâtiment pour la première fois, et il va commencer à regarder, à taper sur les murs, et moi je regarde les cadres, je passe ma vie à regarder les cadres. Et l'autre truc, c'est que c'est un truc qui me fascine, parce que ça existe aussi dans les milieux du cinéma ou dans d'autres milieux, c'est le fait que les écrivains, les faiseurs, c'est les gens les plus importants, et pourtant on laisse parler beaucoup les blablateurs. Voilà. Et je pense qu'il y a les commentateurs, et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi reprendre un peu ce rapport de force, parce que j'ai envie de dire que c'est une vraie question je pense que c'est une manière de silence, comment on dit, de mettre les artistes en silence, quoi. Voilà. Moi, après, c'est aussi tout ça est aussi beaucoup dû au fait que je suis très sensible à la dérive climatique et tout ça. C'est-à-dire que si c'est la dérive climatique et tout ça, en plus, j'ai pas envie de m'embêter dans ce milieu, à être étroit, à vouloir travailler que pour la diaph et tout ça. C'est pas possible, je peux pas. Donc, moi, je veux que on a besoin de changer les choses. Donc, je suis pour une saine émulation entre les artistes. Faut pouvoir se parler, faut pouvoir communiquer, et généralement, ça va beaucoup mieux, quoi. Voilà. Mais il y a encore une attitude comme ça, très, on va dire, self-made man, voilà, chez l'artiste, qui est quand même, moi, je trouve très pénible. Pardon, je parle trop. Les vues, mais non, au contraire. Les vues, ça compte. Tu parlais des vues. Nous, avec Marceau, on croit pas en les vues. On court pas après. On court pas après. Ah, mais moi non plus. Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, pour toi, c'est important. Du coup, tu nous racontais ça. Pas du tout, mais c'est pas du tout important au départ. La question, c'est est-ce que ça change est-ce que ça change ton activité? Est-ce que ça te ramène du fric, ça? Pas du tout. Cette visibilité-là, comment? Est-ce que est-ce que ça infuse dans ta pratique, et est-ce que ce gain de visibilité-là te ramène concrètement plus de gens? Par exemple, expo là aujourd'hui. Pour Olivier, ça a vraiment un impact. D'ailleurs, nous quand on l'a interviewé, on a vu, il arrive avec sa CM, ils bossent, ils soutiennent à fond le podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas. Je dis bonjour à ma CM qui est là-bas. Vous la voyez pas, elle est hors champ, mais là. Non, mais effectivement, community manager. Ah oui, d'accord. Mais enfin, on sent vraiment si tu veux, son Instagram a une vraie importance dans son activité, et c'est ça qui lui ramène de la part de. Oui. Et il a vraiment modifié il a calculé et travaillé ça. Et toi, alors ça, c'est encore une fois, alors là, on revient au travail, parce que c'est vrai que je me suis éparpillé sur autre chose pour moi, c'est mon travail, mais c'est pas forcément le travail. Moi, je veux faire des peintures qui mettent extrêmement de temps à faire, qui sont hyper denses. Je préfère faire une très bonne peinture que 29 moyennes. Je suis pas dans la production, ça m'intéresse pas.
Si je voulais faire du fric, j'ai eu un moment où j'ai eu un succès avec les aquarelles de fête, où j'ai des aquarelles de fête comme ça. J'avais 50 personnes qui attendaient de les avoir, et j'ai déçu tout le monde parce que ça m'a fait arrêter de produire des aquarelles, de faire ça. Les gens, ils m'ont dit, ah, mais pourquoi tu fais des fusains alors que t'as des aquarelles qui marchent très bien? Arrête de taper. Ah pardon. Les gens m'ont dit, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais des fusains alors que t'as des aquarelles qui marchent très bien? J'ai fait des fusains, on m'a méprisé, et puis genre 2 ans après, les gens ils achetaient des fusains, ils étaient très contents. Enfin, voilà, il y a tout ce truc-là de jeu, de désir, où moi j'ai besoin je me vois pas comme un artiste obsessionnel qui fait un truc commercial, rassurant. On le retrouve à Art Paris là de la semaine prochaine et on va savoir ce que c'est. Non, moi j'ai besoin que ce soit vivant, que ça bouge dans tous les sens. J'ai plus des modèles. Alors peut-être on pourrait considérer que c'est réactionnaire, mais je ne crois pas. J'ai plus des modèles comme Manet ou comme Titien, toute proportion gardée, c'est-à-dire des gens qui essaient de peindre le monde, voilà, d'essayer d'aller me balader dans tous les endroits. Et c'est vrai que par contre, j'ai besoin, en tant qu'artiste, notamment en France, de vivre j'ai envie de rendre mon pays en meilleur état que je l'ai reçu. C'est-à-dire, ah oui, hein, mais moi mais j'ai déjà réussi, c'est pour ça que j'en parle. Non, mais j'ai déjà réussi, c'est-à-dire que je ne peux pas aller dans un milieu, adhérer à ce milieu sans l'avoir modifié, parce que je trouve que ce milieu ne me va pas du tout comment il m'a accueilli ou comment ça s'est passé, quoi. Donc je ne vous compte pas le fichier Excel des gens qui m'ont méprisé il y a 10 ans et qui aujourd'hui me demandent d'aller en exposition, ou des gens qui m'ont dit qui m'ont pas calculé ou machin et tout ça, et qui d'un coup viennent vers vous en vous serrant la main en disant, ah Thomas, ça fait trop plaisir de te voir et tout ça, quoi. Donc je veux dire, j'ai pas de ressentiment par rapport à ça. Je dis juste que la question c'est d'arriver, moi je trouve que c'est une responsabilité de créer un milieu plus sain, plus joyeux, plus vivant, parce que et avec plus de monde, il y a plus de public, notamment je pense que les peintres notamment, ils sont coupés de leur public, qui seraient tous les gens qui aiment qui vont voir les expositions Monet, je sais pas, au Grand Palais et tout ça. Je ne comprends pas pourquoi ils s'intéressent pas aux artistes contemporains aujourd'hui. Donc ça c'est une chose que j'essaie de faire, j'ai toujours pas réussi grâce à la chaîne YouTube, mais c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que je pense que le jour où les peintres, notamment figuratifs comme ça, assez accessibles, ils pourront toucher un public qui s'intéresse à l'art mais qui n'ose pas regarder l'art contemporain parce que c'est un endroit snob, et ben d'un coup, nous on aura gagné parce qu'on aura un public très fort pour nous pousser. Je pense que c'est d'un coup dans le rapport de force artiste-institution, c'est l'artiste qui sera le plus fort. Je crois, on va voir. Mais je pense que c'est ça qui va se passer. Et si vous voulez une preuve de ça, là, il y a eu 3 expositions de groupes de peintres figuratifs l'année dernière. Le MoCo, Voir en peinture, qui a fait le tour, et mon expo à Perpignan, ce qui était la première. Les 3 ont fait des records d'entrée. Mais le MoCo, c'est 3 fois plus d'entrées que d'habitude. Donc voilà, personne communique dessus, ça arrange pas les gens, mais voilà, c'est un fait que c'est on va dire de l'anti-bourdieusianisme de dire que bah oui, en fait les gens ont pas peur du tableau, parce que pour eux, qu'est-ce que c'est que l'art? C'est un tableau. En plus il est figuratif, il y a un côté métier et tout ça qui fait que c'est hyper accessible, et donc d'un coup on peut accéder à d'autres choses, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis parti sur Ah oui, donc la question des vues et tout ça. Alors, Olivier, pour moi, on se connaît très bien, on est amis et tout ça. Et pour moi, il est un peu le mec de droite, et moi je suis un peu le mec de gauche, avec les mêmes idées. Voilà. Mais la question, c'est comment les méthodes sont différentes. Donc moi, j'ai une méthode qui serait la méthode chaos, c'est-à-dire je tire des fils. J'appelle ça la méthode Spider-Man, c'est je lance des fils, je fais des choses, je fais des aventures encore une fois, et je ne sais pas où ça va. Mais par contre, il y a souvent des choses qui retombent sur leurs pattes, quoi. Je sais pas si. Ouais, non, mais ça répond. Il nous reste un à faire, parce que oui. C'est une insulte qu'on se jette comme ça. Non, mais alors ça, de toute façon, c'était une insulte qui a été beaucoup utilisée contre les peintres. C'était l'idée que la peinture était réactionnaire. Et de fait, moi, je me bats presque contre, j'ai envie de dire que je me bats contre cette idée-là, parce que, en fait, par exemple, l'histoire des peintres aujourd'hui, elle est écrite par les réactionnaires. C'est des gens comme Aude de Queiroz et tout ça que lisent Éric Zemmour qui ont écrit une histoire. Ils ont vraiment écrit l'histoire pendant que les gens, ne serait-ce que le Centre Pompidou qui est ici, n'ont rien écrit, n'ont rien fait, n'ont rien regardé en fait. Et donc c'est une vraie question pour le coup qui m'importe, c'est de pas leur laisser cette chose-là, quoi. Parce que je pense que la peinture c'est aussi, encore une fois, un endroit d'accueil très très fort. Ça accueille à peu près tout le monde. Ça crée du lien très fort. Il nous reste donc un peu moins d'un quart d'heure. On va où là? Parce que vraiment. Moi je vais. Parce que là on n'a rien parlé. Bon. Ah, là on a. Ouais. Prenons le temps. Allez, prenons 4-5 heures. Annulez les prochains invités. C'est pas grave, ils comprendront. Je refais un et je reviens plus. Le retour du concret et du réel. Tu vis de quoi du coup là aujourd'hui? Parce que tu as plusieurs petites activités. Tu dis t'es écrit dans Citizen K. Alors le vrai. T'es peintre. Moi j'ai entendu, j'ai écouté des podcasts de votre émission. Donc moi je dois dire que je suis parti du principe que c'était un scandale que je ne gagne pas ma vie avec la peinture.
Je suis parti de là. Mais je suis parti de là très tôt. Genre, je suis sorti des Beaux-Arts, j'ai trouvé ça scandaleux. J'ai travaillé, je fais des études, nanana. Et donc, j'ai toujours voulu vivre le scandale. Donc, quand j'étais en Picardie, je prenais pas le RSA ou des trucs comme ça. J'étais vraiment avec rien du tout. Voilà. J'ai pris le RSA 1 mois dans ma vie et ça m'a pas du tout plu, ce truc-là, parce que en fait, j'ai rien du tout contre les gens qui prennent le RSA. Enfin, je comprends très bien. C'est juste que moi, dans ma manière de vivre, j'ai toujours vécu la précarité active. C'est-à-dire, il faut y aller, quoi. Voilà. Il y a pas, des fois, voilà, même pour peindre et tout ça, des fois, il faut peindre pour manger. Et donc, c'est vrai que là, c'est marrant parce que j'ai appelé ma galerie hier pour lui en parler, mais pour lui poser cette question-là, parce que c'est une question de, si je dis je suis milliardaire, tout va bien, évidemment c'est très bon parce que d'un coup les gens se disent waouh, il est hyper, c'est une réussite totale, voilà. Sachant que mon œuvre est d'une telle qualité qu'elle est extrêmement chère et tout ça, voilà. Et en vrai, moi ça m'amuse quand même, ou ça m'intéresse quand même de dire la vérité parce que je vois tellement de gens aller dans le mur gaiement sans s'en rendre compte que voilà. Donc là par exemple j'ai fait une exposition qui a commencé le 14 mars qui s'appelle L'Impuissance. Bon, ça n'a rien à voir avec cette histoire, mais donc moi, pour être simple, je gagne ma vie avec la peinture. Voilà. Après, le reste, c'est du bonus. C'est ton revenu principal, c'est tes ventes. C'est mes ventes, c'est c'est l'endroit où je gagne ma vie. Et vraiment, le reste, c'est vraiment du bonus. Des fois, j'ai co-réalisé un film avec Justine Trier, j'ai gagné de l'argent d'un coup. Quand j'ai fait mon court-métrage, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Enfin, généralement, je suis dépensier, donc je perds de l'argent. Il y a pas de, non, je gagne de l'argent avec la peinture. Voilà. Ce qui est extrêmement joyeux. C'est-à-dire que c'est presque sexuel. Là, mon vernissage, ou quand je vois des tableaux et je vois les petites coques, qui ça les coccinelles. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très très beau. Alors, je fais pas souvent des expositions personnelles. En plus, j'en ai fait la dernière fois, j'en ai fait une il y a 4 ans. C'est extrêmement beau. Déjà de voir des gens à mon vernissage alors que je vois personne d'habitude. Et voilà. Donc là, peut-être les réseaux, ça sert à quelque chose aussi, c'est de garder le contact avec des gens que je vois jamais. Et d'autre part, c'est extrêmement joyeux d'être acheté. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'adore je déteste que mes tableaux soient en stock. Ouais. Là, par exemple, j'ai un grand format de 3 mètres sur 4 que je trouve très très beau, qui s'appelle le Bosco, qui est un grand fusain géant que j'ai en stock depuis 4 ans. Ça me rend fou. C'est-à-dire, des fois, j'y pense. Je suis là, genre, mais c'est pas possible que j'ai pas vendu ce tableau. Il était sur le mur quand on rentrait, le mur en face. Voilà. Et ça m'exaspère. Ça devrait être un truc qui serait, il devrait être dans une bibliothèque. Il devrait être, il devrait être partout, mais pas dans un stock roulé, quoi. Ça me saoule, voilà. Et donc ça c'est le plus important, voilà. Et après des fois il y a les aventures que je peux faire où je gagne de l'argent, c'est des aventures pour moi, c'est-à-dire encore une fois c'est sortir de l'atelier. C'est pas sous la contrainte d'avoir un complément de revenu. Ça m'est arrivé de faire des commandes pour les arts occultibles que j'aimais pas en illustration parce que voilà j'avais besoin d'argent. J'aurais dit non si j'avais de l'argent, j'en avais pas à ce moment-là. Enfin voilà. Mais c'est toujours c'est pas ultra précaire d'ailleurs. C'est que plus je vieillis, moins j'ai de stress. Et ce qui est un problème aussi parce que je peux me foutre en danger des fois. Hein, mais donc là pour vous raconter parce que quand même je suis censé être successful ou je sais pas quoi. Magrix m'a dit de pas raconter, mais j'ai envie de le raconter. Je suis dans mon accrochage de mon expo. Donc c'était le 14 mars la dernière, et j'ai un huissier qui m'appelle au téléphone et qui me dit là monsieur on va saisir votre compte quoi. Et là j'éclate de rire et je lui dis donnez-moi 2 jours et c'est tombé pile poil quoi. Voilà. Mais j'éclate de rire du fait que j'ai réussi à frôler le truc et pas à partir dans les emmerdes quoi. Voilà. Et donc là j'ai découvert des trucs voilà récemment donc là j'ai eu par exemple quand moi pourquoi ça te fait rire? Oh, c'est bien, c'est parfait. Quand là par exemple ça allait plutôt bien pour moi et puis là je fais mon exposition en mars, le fait est que je vais pas vendre les tableaux avant. Et donc j'ai pas envie de les montrer pour les vendre avant parce que voilà, et donc là il y a tout un jeu où en fait je suis obligé pendant 6 mois d'être sur mes économies ou je sais pas quoi. Je suis très dépensier, j'ai pas d'économie. Donc il y a tout un jeu comme ça à trouver pour donc là j'ai vraiment les 3 derniers mois de cette année, j'étais vraiment assez à faire attention par exemple, je sais pas, à aller ça m'est arrivé d'aller manger au Burger King. Pourquoi? Parce que quand on va manger au Burger King, on paye avant d'avoir la nourriture, ce qui fait que on sait qu'on peut payer parce que le pire c'est d'aller au resto, voilà. Ouais. J'allais au Burger King, j'aurais pu m'acheter des trucs, mais il y a ce truc là voilà. C'est des petits trucs comme ça, bon ouais, pardon. Le moment où j'étais bloqué, ma carte était bloquée à un moment donné, je me suis retrouvé à retrouver mes pièces de chez moi parce que j'ai vraiment des jarres de pièces de monnaie, si jamais. Et là, d'un coup, je recommençais à compter dans mes pièces, voilà. Mais il y a aussi les résidences. T'as fait la villa, j'imagine aussi que. Oui, alors la villa, c'était génial. Moi, j'ai adoré la villa Vénitie. Je vous ai entendu parler de ça aussi. C'est peut-être la seule résidence où on a le droit d'amener des enfants comme on veut, et c'est vachement grave que ce soit le cas. C'est-à-dire, je trouve que ça devrait être il devrait y avoir beaucoup plus de. Enfin, je trouve ça. T'as écouté Juliette, c'est ça? Je sais plus, mais j'en ai écouté d'affilée. En fait, je vous ai écouté en dessinant, donc j'en ai écouté 12 d'affilée, donc je peux pas. Mais 12 écoutes, Marceau.
mais le point, c'est que c'était moi, j'ai adoré cet endroit. Pour raconter la blague, parce que ça m'a fait rire, j'y ai repensé. C'est quand la dame m'a appelé en me disant, alors, vous avez combien d'enfants? Je lui ai dit 12, justement. Parce que ce qui m'amusait, c'était de voir sa réaction. Elle a pas réagi en mode poker face. J'ai entendu un petit gloops. Et moi, je lui ai dit ça pour avoir une grande maison, quoi, une grande appart, quoi. Et à la fin, je lui ai dit que c'était faux. Elle m'a dit ouf, ça me voilà. Donc, c'est pour dire ils pensent même pas, voilà, ils s'adaptent, quoi. Et c'est vraiment une maison où on a un fantasme de la Villa Médicis, tout ça. Moi, je trouve que c'est une des maisons les mieux tenues de ce que j'ai vu. C'était une des maisons les mieux tenues comme service public de la culture. J'ai trouvé ça super, quoi. T'as signé il y a combien de temps avec les filles du Calvaire? Alors en 2020, 2019. 2019. Avant, t'étais avec quelqu'un. J'étais avec Backslash. Avant, j'étais avec Isabelle Gounod. Ouais. D'accord. Ok. Non. Bon, t'as vu mon regard qui a dit. Ouais, le message est passé. Non, mais une des problématiques que j'ai eues justement avec les galeries, c'est que moi donc comme je veux gagner ma vie avec la peinture, et ben ça leur met une énorme pression sur les épaules. Donc par exemple Isabelle Gounod, avec qui je suis encore ami et tout ça, la première, on a fait une exposition, j'étais ultra endetté, j'avais 31 ans, j'avais super peur. J'ai tout fait pour que ça se passe bien, ça s'est super bien passé, mais à la fin elle m'a dit il faut que tu trouves un travail à côté. Et j'étais ultra déçu de ça parce que j'avais mis tout mon cœur, on a eu plein de presse et tout ça, c'était super. On a eu on a tout vendu et d'un coup j'étais obligé de travailler à côté encore, quoi. Voilà. Mais tu fais attention, là tu dis je fais attention à pas faire de vente sur les 3 derniers mois. Avant, ça veut dire que il y a une petite file d'attente quand même sur les gens qui veulent acheter ton travail. Ça c'est un truc que moi je connais pas en photographie, en vidéo, machin. Toi il y a quand même un peu je sais que tu fais des commandes aussi. Ouais, mais j'adore ça même. Ouais. Mais alors la file d'attente, c'est moi j'ai aucun. Alors encore une fois les fantasmes. Je suis absolument, je sais pas pourquoi, pas soutenu par les fracs, les machins, les trucs. Voilà. J'étais très soutenu à une période par les artothèques. J'adore les artothèques. Je trouve que il devrait y avoir une loi où les villes de plus de 100 000 habitants et une artothèque de manière obligatoire en France, ce serait super. Je trouve que le modèle génial, c'est l'artothèque de Caen que je vous conseille de regarder parce que c'est vraiment un endroit génial d'art contemporain. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'il est génial d'abord? Alors j'ai passé un mois à vivre dedans, donc j'ai bien pu faire regarder l'institution. Qu'est-ce qui est génial, c'est que il y a écrit en grand à l'entrée bienvenue à Artothèque, nous sommes ravis de vous accueillir. Et quand on monte les escaliers, il y a un grand mur avec le Hall of Fame de tous les artistes qui sont là. Et quand on remonte après, il y a un monsieur qui vous sourit. Rien que ça. Et puis c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est vivant, c'est joyeux et il touche 20 000 personnes par jour. Hein. Attention, on a l'équivalent du stade de foot de Caen. Je reviens sur mon histoire. Oui, j'ai oublié ce qu'on était. Je sais pas sur Caen. Ah oui, si. Caen, c'est bien Caen. Non, c'est sur les collectionneurs. Moi, j'ai pas de soutien de frac ou de choses comme ça. J'ai pas de soutien non plus de collectionneurs, on va dire. Enfin, j'en ai pas. J'en ai très peu de collectionneurs, on va dire les collectionneurs. Notamment en peinture, il y a une espèce de caste comme ça de collectionneurs. Moi, j'ai énormément de gens qui sont prêts à pas aller en vacances pour m'acheter un tableau. J'ai énormément de gens qui, là, il y a eu ça, qui font un prêt pour acheter un tableau, quoi. Et ça, oui, j'ai énormément, par exemple, de gens qui travaillent dans les musées, mais les conservateurs de musées, tout ça, mais d'art ancien. Et d'un coup, ils m'achètent des tableaux. Et ça, c'est trop beau, parce que d'un coup, ils s'achètent pas une carte Pokémon, quoi. Ils s'achètent le tableau, et c'est important dans leur vie. J'ai une collectionneuse qui cache des dessins érotiques dans les placards de sa cuisine pour pas que les enfants le voient, quoi. Mais enfin voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les trucs vivants comme ça. Alors, j'adorerais être plus acheté par le public ou par les musées parce que j'adorais toucher plus de gens. Par exemple, j'ai un tableau sur Auschwitz que je trouve très très bon. Je comprends pas pourquoi le musée du judaïsme l'a pas acheté parce que, à mon avis, on en parlerait 2 secondes, il se poserait la question. Mais le fait est que moi, j'ai toujours un pool comme ça de gens qui m'aiment bien, qui me soutiennent. Ça va pas plus loin de 10 000 euros. Mais par contre, j'ai ce pool-là, donc c'est un truc qui fait que j'ai un peu moins peur aussi. L'autre point, c'est par exemple ce qui m'est arrivé là pendant qu'il y avait le Covid. Moi, tout le monde a été hyper flippé. Moi, c'est le moment où les gens ont eu le temps de repenser à mon travail. Et j'ai eu énormément de ventes pendant le premier confinement. C'est vraiment parce que les gens, ils avaient d'un coup le truc de on a envie d'aider Thomas. Enfin voilà, il y a un truc comme ça affectif. Et moi, j'ai aucun problème avec ce truc affectif. Je trouve ça génial, je trouve ça trop beau. Parce que qu'est-ce que c'est que l'argent pour un artiste? C'est de l'amour. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent, nous? Non mais non mais tu dis je t'aime Thomas, ok, achète-moi un tableau. Si tu m'achètes un tableau, c'est un vrai acte d'amour. Voilà. Il m'achète le tableau. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Est-ce que je vais aller aux Bahamas ou je sais pas quoi? Bah non. Tu vas travailler. Je vais travailler, peut-être avoir l'occasion de donner encore plus d'amour.
Ouais. Et dites-le avec un chèque. Et donc c'est pour ça. Non, c'est pas dites-le avec un chèque. Non, parce que non, mais il y a un rapport. Non, mais il peut y avoir un rapport humain et tout ça. Mais par contre, le fait est que l'acte d'achat, c'est un acte d'amour. Et le problème, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'amour. Le truc, c'est qu'on négocie pas avec l'amour. C'est un point que les 10% là, ça va. On arrive vers la fin. Est-ce que il y a clairement, Marceau, il y a une dernière question là. Non, vu que le temps. Le temps nous a échappé. Ouais. Ça y est, je vous ai cassé votre truc encore. Non, trop pas. Si, vous n'avez pas demandé qu'est-ce que les gens ils disent de mal et tout ça. Tiens, Si t'as une anecdote, est-ce que tu peux dire du mal de quelqu'un? Peut-être, en le nommant. Non? Ah, faut dire du mal de quelqu'un? Non, je sais pas. Si, Toi, quelqu'un, tu peux dire du mal. Je pense que toi, t'es bon client pour dire du mal. Si, je peux dire du mal de quelqu'un. En plus, c'est un risque, parce que vraiment, c'est un risque. J'ai rien contre lui parce que j'adore faire la fête avec lui. Enfin, j'ai fait 2-3 fois la fête avec lui, c'était très rigolo. Mais c'est une question qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, il y a une décontraction autour de la peinture. Ça va beaucoup mieux. Les artistes qui ont 25 ans ou 30 ans, ils vendent 3 fois plus cher que moi en sortant des beaux-arts et tout ça. Je trouve ça génial. Ça s'appelle être à la mode. C'est très dangereux pour les artistes parce qu'il y a le second marché, il y a tout ça. Et l'important, c'est de tenir quand on est artiste. Et là, il y a plein de gens que je vois et ça fait peur. Il y a notamment un artiste qui m'a dit que je lui ai demandé comment il se voyait à 40 ans. Il m'a dit, je me vois millionnaire. Et je lui ai dit, mais qui est millionnaire à 40 ans en tant que peintre en France? Il y en a aucun. Donc voilà, faut évidemment que ça se décontracte tout ça. Et par contre, d'un coup, il y a une espèce de chape de plomb un peu bizarre où il y a des institutions qui s'intéressent aux jeunes artistes en disant, c'est le renouveau de la peinture. Mais pourquoi ils s'intéressent au renouveau de la peinture? Parce que ça leur permet de pas dire que pendant 30 ans, ils ont rien fait. Et ça, c'est quand même problématique parce que, en fait, les peintres, ils ont toujours travaillé. La question, c'est est-ce qu'on les regarde ou est-ce qu'on les regarde pas, quoi. Et je trouve ça absolument hyper injuste pour tous les artistes qui ont travaillé, qui sont des vrais artistes, qui évidemment, ils auraient été des meilleurs artistes si la société avait été gentille avec eux et les avait challengés un peu ou leur avait donné des plus d'opportunités. Oui, il y avait eu plus de preuves d'amour aussi. Voilà, exactement. Non, mais vraiment. Non, mais bien sûr. Quand tu travailles à côté, oui, voilà. Et donc, Nicolas Bourriaud, il a écrit récemment dans le magazine qui s'appelle Beaux-Arts Magazine, une phrase en passant. Voilà, une phrase en passant. Je pense que pour lui, ça ne veut rien dire. C'est pas grave. Il dit, et en plus, ça me touche pas moi. Il dit, oui, peut-être on regardait pas la peinture dans les années 90 parce que c'était mauvais. Voilà, une phrase comme ça. Et donc, il se permet de balayer comme ça, peut-être 120 artistes en France, et ça, je trouve ça impardonnable. Voilà. C'est-à-dire que si on travaille dans l'art, on aime les artistes. Si on aime les artistes, même les plus mauvais, on les respecte un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. On fait pas des grands coups de hache de hachoir. Et le fait je pense qu'il le fait inconsciemment, qu'il s'en fiche tout ça. Mais le fait qu'il se permette de le faire, je trouve ça vraiment problématique. Et puis ça fait complètement écho à ce que tu racontais aux Beaux-Arts, à ton expérience des Beaux-Arts. C'est-à-dire à un moment, la peinture moi, je suis pas un peintre des années 90. Moi, je suis pas un peintre des années 90, mais on peut pas balayer comme ça. Mais là, c'était aujourd'hui, C'était aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, ouais, peut-être on a eu tort, on fait un ingénieur-mento, on regarde ce qui s'est passé, tout ça. Et non, là, c'est vraiment, non, on les a pas regardés parce qu'ils étaient mauvais, puis c'est réglé. Ça, c'est pas possible. Merci. C'est la dernière question. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Eh bien, Thomas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Abonnez-vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver le travail de Thomas sur son site thomaslevilaine.com ainsi que sur son Instagram @thomaslevilaine. Sur sa chaîne YouTube Les Apparences, vous retrouverez également tous les entretiens d'artistes qu'il réalise. Merci beaucoup à Cyril et à la régie du Centre Pompidou pour tout son travail et son accueil. Vous pourrez également retrouver toutes les informations du podcast Sans Titre sur Instagram @sanstitre.cast. Merci beaucoup à Olivier Schloberg pour le générique. Bisous.